À 15h07, le téléphone sur mon bureau a sonné. C'était l'infirmière de l'école. Ma fille de 7 ans, Lily, était malade avec une forte fièvre et devait rentrer à la maison immédiatement. J'étais coincée dans une réunion obligatoire à 40 minutes de là, dans les embouteillages du centre-ville. Mes mains tremblaient alors que je composais le numéro de la seule personne qui vivait à seulement 5 minutes de l'école. Ma mère, Diane. J'ai expliqué la situation rapidement, la panique me nouant la gorge. Maman, s'il te plaît. Lily est brûlante. Tu peux juste aller la chercher? Je pars tout de suite. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Puis sa voix est venue, froide et tranchante comme un couteau. Je ne suis pas ta babysitter, Aubrey. Clic. Elle n'a pas demandé si Lily allait bien. Elle se fichait que je sois coincée au travail. Elle a juste raccroché. Il m'a fallu presque 2 heures pour arriver là-bas. Quand je me suis enfin garée devant l'école, la cour de récréation était vide. Les lumières étaient éteintes. Il n'y avait qu'une petite silhouette assise sur le banc en béton glacial près de la zone de ramassage. Lily était enveloppée dans son fin manteau rose, tremblante, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle paraissait si petite contre le bâtiment gris. Voir mon enfant malade attendre seule dans le froid parce que ma propre mère n'avait pas daigné se déplacer. C'est à ce moment-là que tout a changé. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'essayer d'être une bonne fille et que je suis enfin devenue une mère. Avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez dans le monde. J'étais assise dans ma voiture, bloquée dans les embouteillages, fixant les feux rouges des freins devant moi. Mon téléphone était dans ma main, l'écran noir. Ma mère m'avait raccroché au nez. Je ne suis pas ta babysitter. Ces quelques mots résonnaient dans ma tête. Il faisait mal, mais au fond, je n'étais pas surprise. C'était la terrible vérité, je n'étais pas surprise. C'était Diane Lane. C'était ma mère. Je serrais le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. La circulation n'avançait pas. J'avais 40 minutes pour réfléchir. 40 minutes pour me rappeler pourquoi je n'aurais pas dû l'appeler en premier lieu. Ce n'était pas nouveau. Cette froideur n'était pas un changement soudain. C'était le climat dans lequel j'avais grandi. Je me souviens avoir eu 6 ans. J'étais dans l'arrière-cour de notre ancienne maison. Je courais vite, poursuivant un papillon ou une balle, je ne sais plus lequel. J'ai trébuché sur un tuyau d'arrosage et je suis tombé durement sur la terrasse en béton. Je me suis écorché les 2 genoux. Le sang a commencé à couler immédiatement, rouge vif et effrayant. J'ai crié. J'avais 6 ans. Ça faisait mal et j'avais peur. Ma mère était dans la cuisine. La fenêtre était ouverte. Elle n'est pas sortie en courant. Elle ne s'est pas précipitée pour me prendre dans ses bras. Elle a juste passé la tête par la fenêtre. Elle avait un torchon à la main. Aubrey, arrête ce bruit, dit-elle. Sa voix n'était pas en colère, mais elle n'était pas gentille non plus. Elle était juste plate. Tu vas bien. Ne sois pas dramatique. Je saigne, ai-je sangloté en tenant mes genoux. Va laver ça avec le tuyau, dit-elle. Si tu mets du sang sur la moquette, tu vas avoir des ennuis. Puis elle a fermé la fenêtre. Je me souviens être restée assise là, sur le béton brûlant, l'eau du tuyau se mélangeant au sang et à la terre. J'ai pleuré doucement parce que je savais que si je pleurais fort, elle serait juste agacée. J'ai appris une leçon ce jour-là. La douleur est un désagrément pour les autres. Garde-la pour toi. Cette leçon m'a suivi toute ma vie. Mon père, Robert, n'était pas méchant. Il ne criait jamais. Il ne me disait jamais d'arrêter de pleurer. Mais il ne sortait jamais sur la terrasse non plus. C'était un homme qui aimait la paix plus qu'il n'aimait les gens. Il rentrait du travail, enlevait ses chaussures et s'asseyait dans son fauteuil inclinable en cuir marron. Il ouvrait le journal et disparaissait derrière. Si ma mère me critiquait dans la cuisine, si elle me disait que mes cheveux étaient filasses ou que mes notes n'étaient pas assez bonnes, papa tournait simplement la page de son journal. Il l'entendait. Je sais qu'il l'entendait, mais il faisait semblant de rien. Son silence m'a appris une autre leçon, tu es seule. En grandissant, j'ai essayé d'être parfaite. Je pensais que si j'étais parfaite, ma mère sourirait enfin. Je pensais qu'elle me regarderait enfin avec ce regard chaud et doux que je voyais d'autres mères donner à leurs filles au supermarché. Quand j'avais 16 ans, j'ai eu que des A. J'ai rapporté mon bulletin à la maison et je l'ai posé sur le comptoir. Maman l'a regardé pendant qu'elle coupait des carottes pour le dîner. Les maths, c'est un A-, a-t-elle dit. C'est quand même un A, maman, ai-je dit, sentant ma poitrine se serrer. Ça veut dire que tu as raté quelque chose, a-t-elle répondu. Elle n'a pas levé les yeux. Ne prends pas la grosse tête, Aubrey.
Il y a toujours quelqu'un de plus intelligent que toi. L'humilité est une vertu. Elle n'a jamais dit « bon travail ». Elle n'a jamais dit « je suis fière de toi ». Elle trouvait juste le tout petit défaut et mettait le doigt dessus. Je suis allée à l'université. J'ai eu un travail. Je me suis mariée. Quand mon mariage s'est effondré il y a 3 ans, j'étais dévastée. J'avais besoin de ma mère. J'ai conduit jusqu'à chez elle, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Je me suis assise à sa table de cuisine et je lui ai dit que mon mari partait. Elle s'est versé une tasse de café. Elle a pris une gorgée et m'a regardée. Eh bien, dit-elle, j'ai toujours dit que tu étais difficile à vivre, Aubrey. Tu as un besoin constant d'attention. Peut-être que si tu ne l'avais pas autant harcelé, il serait resté. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait giflé. Je suis restée assise là, stupéfaite. Mon mariage se terminait, mon cœur se brisait, et ma mère me disait que c'était ma faute parce que j'étais trop en demande. Je voulais juste du réconfort. Maman, ai-je chuchoté. Oh, arrête ça, dit-elle en agitant la main comme si elle chassait une mouche. Ressaisis-toi. Pleurer n'arrange rien. Tu as l'air horrible quand tu pleures. Ton visage devient tout taché. C'était ça, dit Anne-Lan. Mais ensuite, j'ai eu Lily. Quand je suis tombée enceinte, j'ai eu cet espoir fou et désespéré. Je pensais qu'un bébé changerait tout. Tout le monde dit que les petits-enfants font fondre les cœurs. Je pensais que ma mère verrait cette toute petite fille magnifique et s'adoucirait enfin. Je pensais que la glace se briserait. J'avais tort. Je leur rendais visite chaque dimanche. Chaque semaine, je préparais Lily, le sac à langer, les jouets, et je conduisais jusqu'à chez eux. Je voulais qu'ils connaissent leur petite fille. Je voulais une famille. Les visites étaient toujours les mêmes. Nous arrivions à 13 heures. Mon père regardait le golf à la télé. Il disait « Bonjour, ma chérie », tapotait la tête de Lily, puis retournait à son match. Ma mère était dans la cuisine. La maison était toujours immaculée. On aurait dit un musée, pas un foyer. « Enlevez vos chaussures », disait-elle dès que nous entrions. Je viens de faire nettoyer les tapis. Elle ne me serrait pas dans ses bras. Elle regardait Lily et disait « Est-ce qu'elle est malade ?» Son nez a l'air de couler. « Elle va bien, maman. C'est juste le froid dehors. » Eh bien, garde-la loin du canapé beige si elle goûte. Nous nous asseyions pour le déjeuner. La nourriture était toujours bonne, mais la conversation était comme traverser un champ de mine. « Aubrey, as-tu pris du poids ?» demandait-elle en passant les petits pains. « Ton visage a l'air plus rond. »« Je fais la même taille, maman. C'est peut-être cette chemise. Elle n'est pas très flatteuse. Elle te fait paraître large. » J'avalais le pain, sentant qu'il se transformait en boule dans ma gorge. « Hier regarda es papa. » Il coupait un steak, fixant son assiette. Il ne disait jamais « Diane, arrête ça ». Il ne disait jamais « Aubrey est magnifique ». Il mangeait, simplement. Lily essayait d'attirer l'attention de grand-mère. « Grand-mère, regarde. J'ai fait un dessin. » Maman y jetait un coup d'œil. « C'est joli. » Lily, ne le pose pas sur la table. Le feutre pourrait traverser sur la nappe. Elle ne mettait pas le dessin sur le frigo. Elle ne posait pas de questions à ce sujet. Elle traitait Lily comme une invitée désordonnée, pas comme une petite fille. Mais je continuais d'y retourner. Je continuais à conduire là-bas chaque dimanche. Je continuais à l'appeler. Pourquoi ? Parce que je voulais une mère. Je voulais la mère que je voyais dans les films. Je continuais à penser que si j'essayais juste plus fort, si j'étais juste plus gentille, si j'attendais juste assez longtemps, elle changerait. Je protégeais un fantasme. Je me mentais à moi-même. Je disais à mes amis, « Oh, maman est juste particulière. Elle montre son amour différemment. » Je disais à Lily, « Grand-mère ne se sent pas bien aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est grincheuse. » J'ai trouvé des excuses pendant 32 ans. J'ai absorbé les petites coupures, les insultes, le silence. J'ai tout encaissé parce que j'avais peur de les perdre. J'avais peur d'être orpheline. Mais aujourd'hui, sur cette autoroute, les excuses s'épuisaient. La circulation avançait d'un pouce. J'ai regardé l'horloge, 15h45. Lily attendait depuis 45 minutes. Elle était malade. Elle était fiévreuse. Et ma mère, qui était assise dans sa maison chaude à 5 minutes de là, avait dit non. Elle n'était pas occupée. Elle était retraitée. Elle n'avait pas de travail. Elle n'était pas malade. Elle ne voulait simplement pas être dérangée. Je ne suis pas ta baby-sitter.
Il ne s'agissait pas de babysitting. Je lui demandais rarement de l'aide. Je lui ai probablement demandé de garder Lily 2 fois par an. C'était une urgence. C'était une crise. Et elle a choisi son thé de l'après-midi plutôt que la sécurité de sa petite fille. J'ai senti une larme glisser sur ma joue. Je l'ai essuyée avec colère. La voix de ma mère était dans ma tête. Ne sois pas dramatique. Pleure ter rent leide. Tais-toi, ai-je dit à voix haute à la voiture vide. Tais-toi, c'est tout. J'ai frappé le volant à nouveau. La colère commençait à remplacer la tristesse. C'était une sensation chaude et brûlante dans ma poitrine. J'ai regardé le téléphone à nouveau. J'ai pensé à appeler mon père, mais que ferait-il? Il dirait, « Allons, Aubrey, ta mère est. Eh bien, tu sais comment elle est. » Il essaierait de faire la paix. Il ne monterait pas dans la voiture. Il ne conduirait pas pour aller chercher Lily à moins que Diane ne lui en donne la permission. Il était tout aussi mauvais qu'elle. Son silence était tout aussi froid que les mots de ma mère. J'étais seule. J'avais toujours été seule. La réalisation m'a frappé plus fort que le trafic. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner une place dans une famille qui n'avait pas de place pour moi. Je frappais à une porte qui était verrouillée de l'intérieur. Et maintenant, ma fille en payait le prix. C'était la pensée qui me retournait l'estomac. C'était une chose pour moi d'être la victime. J'étais une adulte. J'y étais habituée. J'avais la peau dure. Mais Lily avait 7 ans. Lily était innocente. Lily pensait que grand-mère était juste un peu stricte, mais gentille au fond. Aujourd'hui, Lily allait apprendre la vérité, et je détestais ma mère pour ça. Je la détestais pour avoir brisé le cœur de ma fille avant même qu'il ne soit complètement formé. La circulation a finalement commencé à se dégager. J'ai appuyé sur l'accélérateur. J'ai conduit vite. Je me fichais de la limitation de vitesse. J'avais juste besoin d'arriver à mon bébé. Il était presque 17 heures quand je suis enfin entrée dans le parking de l'école. Le soleil se couchait. Le ciel d'hiver était d'un violet sombre, comme un bleu. L'air était glacial. Mon cœur martelait contre mes côtes comme un oiseau piégé. L'école semblait abandonnée. Les bus étaient partis. Les autres parents étaient partis. La cour de récréation était vide. Les lumières dans les salles de classe étaient éteintes. J'ai garé la voiture de travers et j'ai sauté dehors. Je n'ai même pas pris mon manteau. L'air froid m'a frappé, gelant ma sueur. J'ai couru vers les portes du bureau principal. Elles étaient verrouillées. J'ai frappé contre la vitre. Puis je l'ai vu. Il y avait un banc en béton près de la boucle de ramassage. C'était sous un petit surplomb, mais le vent soufflait directement à travers. Lily était assise là. Elle ne jouait pas. Elle ne regardait pas un livre. Elle était juste assise. Ses genoux étaient remontés contre sa poitrine. Elle serrait son petit sac à dos rose fort contre son estomac. Sa tête était baissée. Il y avait une enseignante debout à proximité, Madame Gable. Madame Gable avait l'air agacée. Elle vérifiait sa montre, passant son poids d'un pied à l'autre, soufflant dans ses mains pour les garder au chaud. Elle n'était pas assise avec Lily. Elle se tenait à 1,5 mètre, la gardant comme un paquet qui n'avait pas été récupéré. « Lily !» ai-je crié. La tête de Lily s'est relevée brusquement. Son visage était pâle, mais ses joues étaient rougies par 2 taches rouges vives de fièvre. Ses yeux semblaient vitreux et humides. Quand elle m'a vue, son visage s'est chiffonné. « Maman !» Elle a sauté du banc. Elle a vacillé un peu, ses jambes raidies par le froid. Elle a couru vers moi. Je suis tombée à genoux sur le trottoir. Je me fichais de mon pantalon de travail. J'ai ouvert mes bras et elle s'est écrasée contre moi. Elle était glacée. C'est la chose que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. À travers son manteau, je pouvais la sentir trembler. Elle vibrait de froid. Ses petites mains étaient comme des glaçons contre mon cou. « Je suis désolée », ai-je chuchoté dans ses cheveux. « Je suis tellement, tellement désolée, mon bébé. J'ai été coincée. Je suis désolée. » Elle a commencé à pleurer. Ce n'était pas un pleur bruyant. C'était un gémissement fatigué et faible. « J'ai mal à la tête, maman. Et j'ai froid. J'ai si froid. » Madame Gable s'est approchée. Elle n'avait pas l'air sympathique. Elle semblait soulagée d'être débarrassée du fardeau. « Mademoiselle Lannes, dit-elle sèchement. L'école a fini à 15 heures. L'infirmière est partie à 16 heures. J'attends ici depuis 1 heure. Nous avons essayé d'appeler votre contact d'urgence, mais elle a dit qu'elle ne venait pas. Elle l'a dit avec jugement. Elle me regardait comme si j'étais une mauvaise mère,
comme si j'étais négligente. Je sais, ai-je dit, ma voix tremblante. Je me suis levée, prenant Lily dans mes bras, même si elle était lourde. J'étais coincée dans les embouteillages. Ma mère. Il y a eu un malentendu. J'ai menti. Ce n'était pas un malentendu. C'était un refus. Mais je la protégeais encore. Même là, debout dans le froid glacial avec mon enfant malade, je protégeais la réputation de Diane. Eh bien, dit Madame Gable en boutonnant son manteau. Veuillez mettre à jour vos contacts d'urgence. Nous ne pouvons pas avoir du personnel qui reste si tard. C'est contre le règlement. Ça ne se reproduira plus, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Ça ne se reproduirait plus jamais. J'ai porté Lily jusqu'à la voiture. Elle était un poids mort dans mes bras. Je l'ai attachée dans son rehausseur. Elle s'est recroquevillée en boule instantanément. Je suis montée sur le siège avant et j'ai mis le chauffage à fond. Je l'ai monté aussi haut que possible. Je voulais brûler le froid de l'air. J'ai mis ma main sur le front de Lily. Elle était brûlante. La fièvre était élevée. Maman, a-t-elle chuchoté depuis le siège arrière. Oui, bébé. Je suis là. Pourquoi grand-mère n'est pas venue? La question flottait dans l'air. C'était simple, innocent. Je l'ai regardée dans le rétroviseur. Ses grands yeux m'observaient. Elle n'était pas en colère. Elle était juste confuse. Elle savait que grand-mère habitait tout près. Elle savait que grand-mère avait une voiture. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été laissée sur un banc pendant 2 heures. J'ai ouvert la bouche pour mentir. Les vieilles habitudes étaient juste là, prêtes à surgir. Grand-mère était occupée. La voiture de grand-mère est tombée en panne. Grand-mère n'a pas entendu le téléphone. J'ai failli le dire. J'ai failli lisser les choses comme je le faisais toujours. J'ai failli peindre par-dessus les fissures pour garder l'image jolie. Mais alors je me suis souvenu de la voix de Diane. Je ne suis pas ta baby-sitter. Je me suis souvenu de l'enseignante regardant sa montre pendant que ma fille tremblait. J'ai regardé les joues rouges de Lily. Quelque chose en moi a craqué. Ce n'était pas un craquement bruyant. C'était silencieux. C'était le bruit d'une lourde corde qui rompt finalement sous trop de poids. J'ai réalisé que si je mentais à Lily maintenant, je ferais partie du problème. Si je trouvais des excuses à ma mère, je disais à Lily qu'il était acceptable que les gens la traitent de cette façon. Je lui apprenais à accepter des miettes d'amour. Je lui apprenais qu'elle ne valait pas l'effort. Je ne pouvais pas lui faire ça. Je pouvais accepter l'abus pour moi-même, mais je serais damnée si je le transmettais à ma fille. Je ne sais pas, Lily, ai-je dit doucement. J'ai choisi la vérité, ou du moins une version de celle-ci. Grand-mère a décidé de ne pas venir. Lily est restée silencieuse pendant un long moment. Le chauffage rugissait, remplissant la voiture d'air chaud et sec. Oh, a dit Lily. Juste un mot. Puis elle a chuchoté. On peut rentrer à la maison maintenant. Oui, ai-je dit, refoulant un sanglot. On rentre à la maison, juste nous deux. Nous avons conduit jusqu'à la maison dans le noir. Je me suis arrêtée à une pharmacie et j'ai acheté du Tylenol pour enfants et un Gatorade. Je l'ai porté dans notre petit appartement. Je l'ai mise en pyjama, celui avec les licornes. Je l'ai bordé dans son lit et je lui ai donné le médicament. Je me suis assise à côté de son lit dans le noir, caressant ses cheveux jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Sa respiration était lourde et rauque, mais elle était au chaud maintenant. Elle était en sécurité. Je suis allée dans la cuisine. L'appartement était calme. Mon téléphone était sur le comptoir. Je l'ai ramassé. Il n'y avait aucun appel manqué. Ma mère n'avait pas appelé pour demander si j'étais arrivée à l'école. Elle n'avait pas appelé pour demander si Lily allait bien. Mon père n'avait pas appelé. Ils étaient probablement en train de dîner en ce moment. Peut-être qu'ils regardaient Jeopardy. Ils étaient confortables. Ils avaient chaud. Ils s'en fichaient. J'ai regardé le nom du contact, maman. J'ai ressenti une vague de chagrin si forte que j'ai dû me tenir au comptoir. Je faisais le deuil de la mère que je n'avais jamais eue. Je faisais le deuil de l'espoir auquel je m'étais accrochée pendant 32 ans. J'ai réalisé que je ne protégeais pas la paix. Je protégeais le déni. J'étais la seule à essayer. J'étais la seule à me battre pour cette famille. Et aujourd'hui, j'avais perdu. Ou peut-être que j'avais gagné. Parce qu'alors que je me tenais là dans la cuisine silencieuse, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, j'ai réalisé que j'avais fini. Je n'allais pas l'appeler et crier. Je n'allais pas exiger d'excuses. Je n'allais plus jouer le jeu. Je me suis dirigée vers le calendrier au mur. Dimanche prochain était encerclé en rouge, dîner chez maman et papa.
J'ai pris un marqueur noir. J'ai tracé un trait épais et sombre à travers. Puis je suis allée au dimanche suivant. Je l'ai rayé aussi. J'ai rayé chaque dimanche pour le reste de l'année. Ma main tremblait, mais mon esprit était clair. J'avais fini de mendier de l'amour. J'avais fini d'exposer ma fille à des gens qui la voyaient comme un fardeau. Le point de rupture n'a pas été une explosion. C'était un silence. J'ai remis le bouchon sur le marqueur. J'ai éteint la lumière de la cuisine. Je suis retournée dans la chambre de Lily et je me suis allongée par terre à côté de son lit. J'ai tenu sa main dans l'obscurité. Je suis là, ai-je chuchoté à la chambre endormie. Je suis là et ça suffit. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai cru. 3 jours ont passé. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas appelé ma mère. Je ne lui ai pas envoyé de SMS pour m'excuser de l'avoir mal comprise. Je n'ai pas envoyé de photos de Lily pour essayer de la culpabiliser et de la forcer à s'intéresser à elle. J'ai juste arrêté. C'était étrange à quel point le silence était bruyant au début. J'étais tellement habituée au bruit constant de ma famille. Les critiques, les exigences, marcher sur des œufs. Sans ça, mon appartement semblait différent. Il semblait calme. Lily a récupéré lentement. La fièvre est tombée mercredi matin. Elle est restée à la maison sans aller à l'école pendant 2 jours de plus, juste pour être sûre. Nous avons construit des forts avec des couvertures dans le salon. Nous avons regardé des films. Nous avons mangé de la soupe à la tomate. Pendant ces 3 jours, c'était juste nous, et c'était paisible. Mais mon téléphone n'est pas resté silencieux. Ça a commencé mardi soir. Mon père a appelé le premier. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. J'ai écouté le message plus tard, assise sur le sol de la salle de bain pendant que Lily prenait son bain. Auprès. Sa voix semblait fatiguée. Ta mère essaie de te joindre. Elle dit que tu ne décroches pas. Appelle-la, s'il te plaît. Elle est contrariée. Il n'a pas demandé de nouvelles de Lily. Il n'a pas demandé si elle était toujours malade. Il n'a pas demandé comment je m'étais débrouillée pour la récupérer à l'école. Il voulait juste que je répare l'humeur de ma mère. Pour lui, les sentiments de ma mère étaient l'urgence, pas la santé de sa petite fille. J'ai supprimé le message. Mercredi, ma tante a appelé. Elle vivait en Floride, mais elle parlait à ma mère tous les jours. Aubrey, chérie, Diane me dit que tu la boudes. Tu sais comme elle s'inquiète. Rappelle-la simplement. La vie est trop courte pour les rancunes. Je n'ai pas supprimé celui-là. Je l'ai gardé. Je voulais un rappel de la profondeur de l'illusion. Ils pensaient tous que c'était moi qui avais de la rancune. Ils pensaient que j'étais têtue. Aucun d'eux ne savait ou ne se souciait qu'une fille de 7 ans avait été laissée tremblante sur un banc en béton. Puis sont arrivés les SMS des amis de ma mère. Des gens que je connaissais depuis toujours. Ta mère est si triste de ne pas avoir de tes nouvelles. J'espère que tout va bien. Diane est morte d'inquiétude. Morte d'inquiétude. L'ironie m'a fait rire aux éclats dans la cuisine vide. Un rire amer et tranchant. Elle ne s'inquiétait pas pour nous. Elle s'inquiétait de perdre le contrôle. Elle s'inquiétait parce que j'étais sortie du script. J'étais censée appeler et implorer le pardon. J'étais censée lui courir après. Jeudi, ma mère a fini par appeler elle-même. Elle a appelé 4 fois en 1 heure. J'ai regardé l'écran s'allumer. Maman appelle. Mon cœur avait l'habitude de s'emballer quand je voyais ce nom. Je ressentais un mélange de peur et d'espoir. Peut-être qu'elle veut dire bonjour. Peut-être qu'elle est de bonne humeur. Maintenant, je me sentais juste engourdie. Je n'ai pas bloqué son numéro. Je voulais le voir. Je voulais l'avoir essayé. Chaque fois que le téléphone sonnait et restait sans réponse, je me sentais un peu plus forte. C'était comme soulever un poids. La première fois est lourde, mais à la 10e fois, vos muscles s'habituent. Je ne la punissais pas. C'est ce qu'il ne comprenait pas. Le silence n'est pas toujours une arme. Parfois, c'est un bouclier. Je récupérais. Je me désintoxiquais de 32 ans passés à essayer de plaire à une femme qui ne pouvait pas être satisfaite. Je regardais ma fille qui riait devant un dessin animé à la télé et je réalisais qu'elle était heureuse. Elle n'avait pas demandé après grand-mère une seule fois depuis cette nuit-là. Les critiques ne manquaient pas à Lily. Les commentaires froids sur ses cheveux ou ses vêtements ne lui manquaient pas. Elle allait bien. Et si elle allait bien, j'allais bien. Vendredi, je suis enfin retournée au travail. J'ai déposé Lily à l'école. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte de la classe. Si tu te sens malade, lui ai-je dit en la regardant dans les yeux, tu dis à la maîtresse de m'appeler et je viendrai quoi qu'il arrive. D'accord. D'accord, maman,
a-t-elle dit. Elle m'a serré fort. Je l'ai regardée entrer dans la classe. Elle ne s'est pas retournée. Je suis allée travailler. J'ai fait mon boulot. Je suis rentrée. Je n'ai pas rendu visite à mes parents ce week-end-là. Dimanche est venu et reparti. Je me précipitais pour me préparer, repasser la robe de Lily, cuire un dessert à apporter pour que ma mère ne se plaigne pas que je vienne les mains vides. J'avais une boule au ventre dès 10 heures. Ce dimanche, nous sommes restés en pyjama jusqu'à midi. Nous avons fait des crêpes. Nous avons mis du sirop collant sur la table, et je n'ai pas crié. Nous sommes allés nous promener dans le parc. Mon téléphone a sonné à 13 heures, l'heure à laquelle nous entrions habituellement dans leur allée. C'était mon père. J'ai laissé sonner. Le soleil brillait. Lily poursuivait un écureuil. J'ai pris une grande bouffée d'air frais. Le monde ne s'était pas arrêté parce que j'avais manqué le dîner du dimanche. Le ciel ne nous était pas tombé sur la tête. J'étais libre. Ou du moins je le pensais. Mais dans une petite ville, on ne peut pas se cacher éternellement. La collision s'est produite un mardi soir, une semaine après l'incident de l'école. J'avais besoin de faire des courses. J'évitais habituellement le supermarché près du quartier de mes parents, mais c'était le seul qui vendait la marque spécifique de pâtes sans gluten que Lily aimait. Je pensais que je serais en sécurité. Il était 18h30. Mes parents dînaient à 18h précises. Ils auraient dû être chez eux. J'avais tort. J'étais dans le rayon pâtisserie. Lily marchait à côté de moi en tenant un petit panier. Nous cherchions un mélange pour Brownie. Nous allions fêter son rétablissement. On peut prendre celui avec les pépites de chocolat, demanda Lily. Bien sûr, ai-je dit en tendant la main vers la boîte. Aubrey. La voix m'a glacé le sang. Elle venait de derrière moi. Je connaissais cette voix. Je connaissais le ton exact, la légère pointe de jugement qui était toujours là. J'ai fermé les yeux une seconde, pris une inspiration, et je me suis retournée. Diane se tenait là. Elle portait son trench coat beige, immaculé comme toujours. Ses cheveux étaient parfaitement laqués. Elle avait un chariot plein d'aliments sains, choux frisés, eau gazeuse, dinde maigre. Mon père n'était pas avec elle. Elle était seule. Elle m'a regardé, puis a baissé les yeux vers Lily. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Elle avait l'air surprise, mais elle a vite récupéré. Elle a mis son visage public, le masque qu'elle portait pour les voisins et les amis de l'église. Eh bien, dit-elle en serrant son sac à main. Je n'ai pas eu de nouvelles de toi depuis une semaine. Je commençais à penser que tu avais déménagé. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé comment nous allions. Elle a commencé par une accusation. J'ai tenu bon. Je n'ai pas souri. J'ai été occupée, maman, ai-je dit. Ma voix était calme. Ça m'a surprise à quel point elle semblait stable. Elle s'est approchée. Elle a envahi mon espace personnel, apportant l'odeur de son parfum coûteux avec elle. Avant, ça sentait le réconfort pour moi. Maintenant, ça sentait l'anxiété. Trop occupée pour appeler ton père, dit-elle en baissant la voix pour que les autres clients n'entendent pas. Il est mort d'inquiétude. Tu sais qu'il fait de l'hypertension. Aubrey, tu es très égoïste. C'était là, le pivot. C'était ma faute si papa était malade. C'était ma faute s'ils étaient malheureux. Papa sait se servir d'un téléphone, ai-je dit platement. Et toi aussi. Elle a cligné des yeux. Elle n'avait pas l'habitude que je lui réponde. Elle n'avait pas l'habitude que je la regarde dans les yeux. Elle a décidé de changer de tactique. Elle a regardé Lily. Lily se tenait près de ma jambe. Elle ne se cachait pas, mais elle ne s'avançait pas non plus. Elle regardait sa grand-mère avec une expression vide. Il n'y avait pas d'excitation, pas de course pour un câlin, juste une enfant de 7 ans observant une étrangère. Lily, recula ma mère. Sa voix monta d'une octave. C'était faux, mielleux. Oh, regarde-toi. On dirait que tu as grandi. Elle se pencha, ouvrant grand les bras. Viens faire un câlin à grand-mère, ma chérie. J'ai un bonbon à la menthe dans mon sac pour toi. Le pot de vin. Elle faisait toujours ça. Un bonbon, $1, un jouet. Elle pensait que l'affection était quelque chose qu'on achetait. L'ancienne Lily aurait couru vers elle. L'ancienne Lily aurait serré ses genoux et demandé le bonbon. Mais Lily se souvenait du banc froid. Elle se souvenait des tremblements. Les enfants n'ont pas les mots pour la trahison, mais ils en ressentent la vibration. Lily a fait un pas en arrière. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas tendu la main. Non merci, a dit Lily. C'était poli. C'était calme, mais c'était un rejet. Ma mère s'est figée.
Ses bras étaient toujours ouverts. Elle avait l'air ridicule, accroupie là dans le rayon pâtisserie sans personne à serrer dans ses bras. Ne sois pas bête, Lily, dit ma mère, son sourire se crispant. C'est grand-mère. Viens ici. Lily a levé les yeux vers moi. Elle n'a pas regardé Diane. Elle m'a regardé. Maman, a dit Lily, je peux choisir les vermicelles maintenant. Elle a tourné le dos à sa grand-mère. Elle s'est dirigée vers l'étagère avec les décorations de gâteaux et a commencé à regarder les pots de vermicelles arc-en-ciel. C'était un moment dévastateur. Lily l'avait congédiée. Elle avait décidé que le sucre coloré était plus important que Diane Lan. Ma mère s'est relevée lentement. Son visage était rouge. Elle m'a regardée avec une fureur pure. Tu lui apprends à être impolie, siffla-t-elle. C'est un comportement irrespectueux, Aubrey. Tu dois la discipliner. Elle n'est pas impolie, ai-je dit. Elle est honnête. Elle ne veut pas te serrer dans ses bras. Et pourquoi pas, exigea Diane. Parce que tu as raconté des mensonges sur moi. Parce que tu l'empoisonnes contre moi. Non, ai-je dit. Parce que tu l'as laissé sur un banc glacial pendant 2 heures la semaine dernière. Ma mère a agité la main avec dédain. Oh, pour l'amour du ciel. On parle encore de ça? Je t'ai dit que je ne suis pas une babysitter. Tu dois gérer ta propre vie. Ça ne te donne pas le droit de nous couper les ponts. Elle a ajusté son manteau. Elle a regardé le chariot. Nous t'attendons dimanche, dit-elle, reprenant le rôle du commandant. Carole vient. Ne sois pas en retard. Et habille Lily avec quelque chose de joli. Pas ses leggings. Elle a commencé à se détourner, confiante d'avoir gagné. Elle pensait avoir donné un ordre et que j'obéirais. Elle pensait que la hiérarchie était rétablie. Maman, ai-je dit. Elle s'est arrêtée et a regardé en arrière. On ne vient pas. Elle a froncé les sourcils. Quoi? Nous ne venons pas dimanche, ai-je dit. J'ai parlé clairement. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de place pour le malentendu. Ne sois pas dramatique, Aubrey. Tu auras passé ce caprice d'ici dimanche. Ce n'est pas un caprice, ai-je dit. J'ai regardé Lily, qui tenait joyeusement 2 pots de vermicelle. Nous ne venons pas ce dimanche ni le dimanche d'après. J'ai pris une inspiration et j'ai porté le coup final. Tu n'es pas invitée dans nos vies en ce moment, maman. Le silence qui a suivi était lourd. La musique du supermarché semblait s'arrêter. Le visage de ma mère est passé par 3 changements. D'abord, le choc. Sa bouche s'est entr'ouverte. Elle ne pouvait pas croire que j'avais dit ça. Puis l'incrédulité. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Et enfin, la peur. Pendant une fraction de seconde, je l'ai vue. Une peur réelle, authentique. Elle a réalisé que je ne jouais pas un jeu. Elle a réalisé qu'elle avait perdu son pouvoir. Elle a réalisé qu'elle se tenait dans un supermarché, une vieille femme avec un chariot plein de choux frisés, et que sa fille et sa petite-fille s'éloignaient. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle chuchoté. « Je suis ta mère. »« Je sais, ai-je dit. Et je suis la mère de Lily. C'est plus important. » Je lui ai tourné le dos. « Viens, Lille, ai-je dit. Prenons les vermicelles. » Lily a trottiné vers moi, jetant les pots dans notre panier. Nous avons marché vers la caisse. Je pouvais sentir les yeux de ma mère percer mon dos. Je m'attendais à ce qu'elle crie. Je m'attendais à ce qu'elle fasse une scène, mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée là, seule dans l'allée. Mes mains tremblaient en posant les courses sur le tapis. Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression que j'allais vomir. Mais je ressentais aussi autre chose. Je me sentais grande. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas plié. Je ne m'étais pas excusée. J'avais tracé une ligne dans le sable, et je me tenais de l'autre côté avec ma fille. Nous sommes sortis vers la voiture. L'air de la nuit était froid, mais il faisait du bien sur mon visage brûlant. Est-ce que grand-mère avait l'air fâchée? A demandé Lily pendant que je l'attachais. Un petit peu, ai-je dit. C'est pas grave, a dit Lily en regardant par la fenêtre. Elle est toujours fâchée de toute façon. Je me suis installée au volant et j'ai ri. C'était un vrai rire cette fois. Ouais, ai-je dit. C'est vrai. J'ai démarré la voiture et je suis partie. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je n'ai pas vérifié si elle regardait par la fenêtre. J'avais fini de regarder en arrière. Cette nuit-là, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Il bourdonnait contre la table de nuit comme un frelon en colère. Je savais qui c'était. Je n'avais pas besoin de regarder. La rencontre au supermarché avait allumé la mèche.
Ma mère était rentrée chez elle, probablement furieuse, racontant probablement à mon père une version tordue de l'histoire où je lui avais crié dessus et où Lily avait craché sur ses chaussures. Elle jouerait la victime. Elle était la maîtresse de ce rôle. J'ai mis le téléphone sur « Ne pas déranger » et je suis allée dormir. Le lendemain matin, j'ai écouté les messages vocaux en buvant mon café. La cuisine était calme. Lily mangeait des céréales, balançant ses jambes sous la chaise, heureuse et imperturbable. Le premier message était de mon père. « Aubrey, décroche le téléphone. Ta mère est hystérique. Elle dit que tu l'as humiliée en public. Tu dois appeler et t'excuser immédiatement. C'est allé trop loin. » Sa voix était sévère. C'était la voix qu'il utilisait quand j'étais adolescente et que je rentrais après le couvre-feu. Il essayait d'être la figure d'autorité. Il n'a pas demandé pourquoi j'avais fait ça. Il voulait juste que le bateau arrête de tanguer. Le deuxième message était aussi de lui, 1 heure plus tard. Sa voix avait changé. Elle était plus douce, implorante. « Aubrey, s'il te plaît. Tu as prouvé ton point de vue. Ta mère est malheureuse. Elle pleure dans la chambre. Elle ne mange pas. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Tu veux détruire cette famille. » J'ai pris une gorgée de café. Il avait un goût amer. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Je voulais une mère qui irait chercher sa petite fille malade. C'est ce que je voulais. Mais puisque je ne pouvais pas avoir ça, je ne voulais rien. Je n'ai pas rappelé. Puis les singes volants sont arrivés. C'est comme ça que les thérapeutes les appellent. Les gens qu'une personne toxique envoie pour faire son sale boulot. Ma cousine Rachel a appelé. Rachel avait 5 ans de plus que moi. Elle avait toujours été la bonne. Elle ne discutait jamais. Elle vivait sa vie exactement comme la famille le voulait. « Aubrey », dit-elle quand j'ai répondu. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé et Diane est vraiment blessée. »« Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle a fait à Lily ?» ai-je demandé. « Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu à propos d'un trajet », dit Rachel doucement. « Mais Aubrey, c'est ta mère. Tu ne peux pas juste couper les ponts. Ça donne une mauvaise image pour tout le monde. » Ça donne une mauvaise image. C'était la monnaie de ma famille, les apparences. Peu importait si la maison pourrissait de l'intérieur tant que la peinture à l'extérieur avait l'air fraîche. « Je ne fais pas ça pour les apparences, Rachel, ai-je dit. Je fais ça pour ma fille. Je raccroche maintenant. » J'ai bloqué le numéro de Rachel. Pendant une semaine, la pression est montée. Ils ont essayé la culpabilité. Ils ont essayé la colère. Ils ont essayé de me faire honte. Quand rien de tout ça n'a fonctionné, ils ont visé l'argent. C'est arrivé un jeudi. Une épaisse enveloppe blanche avec l'adresse de retour de l'avocat de la famille. Il était l'avocat de mes parents depuis 30 ans. Mes mains tremblaient un peu en l'ouvrant, non pas parce que j'avais peur, mais parce que c'était tellement prévisible. C'était une lettre formelle. « Chère mademoiselle Lane, veuillez être avisée que vos parents, Robert et Diane Lane, ont mis à jour leurs dispositions testamentaires. » J'ai parcouru le jargon juridique. C'était simple. J'avais été retirée en tant qu'exécutrice de leur testament. Je n'étais plus la personne chargée de leurs décisions médicales s'ils tombaient malades. Et puis le coup de grâce, la majeure partie de la succession précédemment désignée pour Aubrey Lane a été réaffectée à un fonds pour la famille élargie qui sera géré par Rachel Porter. Il me déshéritait, ou du moins menaçait de le faire. Il me retirait le pouvoir et me remplaçait par Rachel. Rachel qui ferait tout ce qu'il dirait. Rachel qui ne leur dirait jamais non. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai fixé le papier. Ma mère pensait que cela me briserait. Elle pensait que je courais au téléphone en pleurant, suppliant pour récupérer l'argent. Elle pensait que j'étais restée dans les parages pour l'héritage. Elle pensait que mon amour était quelque chose qu'elle avait acheté et maintenant elle annulait le chèque. Elle voulait me punir. Elle voulait que je me sente petite. Mais en relisant la lettre, je ne me sentais pas petite. J'ai commencé à rire. C'était un rire silencieux au début. Puis il est devenu plus fort. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait vraiment pas. Je me fichais de l'argent. J'avais un travail. J'avais un petit appartement. Je payais mes propres factures. J'achetais mes propres courses. L'argent n'était qu'une autre ficelle attachée à moi. Un autre moyen pour elle de me tirer en arrière quand je m'éloignais trop. En me coupant les vivres, elle ne m'avait pas puni. Elle avait coupé la ficelle. Elle m'avait libérée. J'ai pris la lettre et j'ai marché vers la poubelle. J'ai failli la jeter. Puis je me suis arrêtée. Je suis allée à mon bureau et je l'ai mise dans un dossier marqué famille. Je l'ai gardée non pas comme un regret, mais comme un rappel.
Un rappel de qui ils étaient. Un rappel que leur amour était conditionnel. Il avait un prix. Et le prix était ma dignité. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas combattu l'avocat. J'ai envoyé un seul SMS à mon père. Bien reçu la lettre. Je comprends. Rachel fera du très bon travail. C'était tout. Pas de colère, pas de supplication. Je ne peux qu'imaginer le silence dans leur maison quand ce SMS est arrivé. Ils attendaient une bagarre. Ils attendaient le drame. Je ne leur ai rien donné. Et ne rien leur donner était la chose la plus puissante que j'ai jamais faite. L'hiver a frappé fort cette année-là. Novembre s'est transformé en décembre. Et la pluie s'est transformée en glace. Portland s'est arrêté. Les routes étaient du verre. Les arbres étaient lourds de glace, cassant les lignes électriques comme des brindilles. Mon appartement a perdu l'électricité un mardi soir. Il faisait froid, mais nous étions préparés. J'avais des lampes de poche. J'avais un réchaud de camping. Lily pensait que c'était une aventure. Nous avons fait un nid de couverture dans le salon et lu des livres à la lueur des bougies. Nous avions chaud. Nous étions en sécurité. Mon téléphone était chargé. Je le gardais allumé juste en cas d'urgence. À 23h30, il a sonné. L'écran a éclairé la pièce sombre. Papa appelle. Je l'ai fixé. Je ne lui avais pas parlé depuis le SMS sur le testament il y a 3 semaines. Mon estomac s'est noué. Les appels tardifs ne sont jamais de bonnes nouvelles. J'ai décroché. Allô. Auprès. Sa voix était paniquée. Il respirait fort. Je pouvais entendre le vent hurler en arrière-plan de son côté. Aubrey, Dieu merci tu as décroché. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé. Ma voix était automatique. L'instinct d'aider s'est déclenché avant que je puisse l'arrêter. C'est ta mère, dit-il. Le courant a été coupé. Elle est sortie sur le porche pour vérifier le générateur. Elle a glissé. Je me suis redressée. Est-ce qu'elle va bien? Je ne sais pas, bégaya-t-il. Elle est tombée en bas des marches de devant. Elle ne peut pas se relever. Elle dit que sa cheville est cassée. Peut-être sa hanche. Elle souffre beaucoup, Aubrey. Elle crie. Appelle le 911, ai-je dit calmement. Je l'ai fait, a-t-il crié. Ils ont dit que les routes sont verglacées. Ils sont débordés. Ils ont dit que ça pourrait prendre des heures. On ne peut pas attendre des heures. Elle gèle. Aubrey, elle est allongée dans la neige. Tu peux la faire entrer. Je ne peux pas la soulever. Il pleurait maintenant. Mon dos. Je ne peux pas le faire. Et la voiture, l'allée est une plaque de glace. Je ne peux pas sortir le SUV. On est coincé. Puis vint la demande, l'exigence. Tu as la Jeep, dit-il. Tu as 4 roues motrices. Tu peux monter la colline. S'il te plaît, Aubrey, tu dois venir. Tu dois venir m'aider à la faire entrer et à l'emmener à l'hôpital. J'ai fermé les yeux. Je l'ai imaginé. Je savais exactement où elle était. Les marches du porche avant, celles en briques, elles étaient raides. J'imaginais ma mère allongée dans la neige en souffrance, impuissante. J'imaginais mon père, frénétique et inutile, debout au-dessus d'elle. Mon corps voulait bouger. Mes muscles se sont tendus. Basigrega, balas saube. Sois la bonne fille. C'est ta chance de prouver que tu es bonne. Si tu la sauves, peut-être qu'elle t'aimera. J'ai commencé à retirer la couverture de mes jambes. Aubrey, a crié mon père. Tu viens? Puis je me suis arrêtée. Un souvenir a flashé dans mon esprit. C'était si vif que ça m'a donné le vertige. J'ai vu Lily. J'ai vu ma fille de 7 ans assise sur ce banc en béton. Je l'ai vue trembler. J'ai entendu l'infirmière scolaire dire « Nous ne pouvons pas joindre votre mère ». J'ai entendu la voix de ma mère, froide et tranchante comme la glace dehors. Je ne suis pas ta babysitter. Elle avait laissé mon enfant dans le froid. Elle avait refusé de conduire 5 minutes pour aider une petite fille malade parce qu'elle ne voulait pas être dérangée. Et maintenant, c'était elle qui était dans le froid. Ce n'était pas de la vengeance. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée. Je ne voulais pas qu'elle souffre. Mais j'ai réalisé quelque chose de profond dans l'obscurité de mon salon. Je n'étais pas leur plan d'urgence. Je n'étais pas leur servante. J'étais une mère avec un enfant à moi. Si je partais maintenant, je devrais réveiller Lily. Je devrais la traîner dehors dans la tempête glaciale. Je devrais la mettre dans la voiture sur des routes verglacées et dangereuses. Je devrais risquer la sécurité de ma fille pour sauver la femme qui ne se souciait pas d'elle. J'ai regardé Lily,
dormant paisiblement sous la pile de couverture. Sa respiration était douce et rythmée. Elle était en sécurité. J'ai fait mon choix. Non, ai-je dit. Le silence à l'autre bout était absolu. Quoi? A chuchoté mon père. Non, ai-je répété. Ma voix était stable. Elle ne tremblait pas. Je ne viens pas, papa. Mais elle est blessée, a-t-il bafouillé. C'est ta mère. Je sais, ai-je dit. Et les routes sont dangereuses. J'ai Lily ici. Je ne vais pas la réveiller et conduire sur la glace. Ce n'est pas sûr. Aubrey, tu ne peux pas être sérieuse. Elle a besoin d'aide. Couvre-la avec des couvertures, ai-je dit. Attens el ambulance. Ce sont des professionnels. Je ne le suis pas. Espèce d'ingrate. Il a commencé à crier. Le masque du père gentil et passif a glissé. Il était en colère maintenant. Point après tout ce qu'on a fait pour toi. Si tu ne viens pas tout de suite, ne reviens jamais. D'accord, ai-je dit. Aubrey. Bonne chance, papa, ai-je dit. J'espère qu'elle va bien. J'ai raccroché le téléphone. J'ai fixé l'écran noir. Mon cœur battait la chamade, mais pas de culpabilité. Il battait d'adrénaline. Je l'avais fait. J'avais dit le nom ultime. J'ai attendu que le poids écrasant de la culpabilité tombe sur moi. J'ai attendu de me sentir comme un monstre. Mais le sentiment n'est pas venu. Au lieu de cela, je me sentais raisonnable. Je me sentais logue. Pourquoi devrais-je risquer ma vie et la vie de mon enfant pour des gens qui ne lèveraient pas le petit doigt pour moi? Une relation est une voie à double sens. Ils avaient fermé leur voie il y a des années. Ils ne pouvaient pas exiger que le trafic ne coule que dans un sens quand ça les arrangeait. J'ai éteint complètement le téléphone. Je me suis rallongé par terre à côté de Lily. J'ai remonté la couette jusqu'à mon menton. Le vent hurlait dehors, faisant cliqueter les vitres. Quelque part à des kilomètres de là, mes parents faisaient face aux conséquences de leur propre réalité. Ils faisaient face à une crise seuls, tout comme ils m'avaient forcé à le faire tant de fois. J'ai tendu la main et touché celle de Lily. Elle était chaude. J'ai fermé les yeux. Je ne suis pas ta babysitter, ai-je chuchoté dans l'obscurité. Et puis, miraculeusement, je me suis endormie. J'ai dormi profondément. Je n'ai pas rêvé. Pour la première fois depuis des mois, je ne me suis pas réveillée avec une boule au ventre. J'ai dormi du sommeil d'une femme qui avait enfin posé un lourd fardeau qu'elle n'était jamais censée porter. Le lendemain matin, le soleil est sorti. Il n'a pas fait fondre la glace complètement, mais il a rendu le monde brillant et net. Je n'ai pas appelé mes parents pour prendre de leurs nouvelles. J'ai consulté les nouvelles locales en ligne. Il n'y avait aucun rapport de décès dans leur quartier. Je savais qu'ils étaient vivants. Je savais que l'ambulance était venue. C'était suffisant. J'ai appelé Carole. Carole est ma meilleure amie depuis l'université. Elle est tout ce que ma mère n'est pas, chaleureuse, bruyante, désordonnée et gentille. « Habille-toi », a dit Carole quand je lui ai raconté la nuit précédente. « On te sort de cette maison. Les routes sont salées maintenant. On va au musée des sciences. » J'ai hésité. Je ne sais pas, Carole. Pas d'excuses. Lily a besoin de courir. Tu as besoin de café. Je passe te prendre dans 20 minutes. Nous y sommes allés, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Le musée était plein de bruit et de lumière. Lily courait d'une exposition à l'autre, appuyant sur des boutons et regardant des balles rouler sur des pistes. Elle riait. C'était un rire profond que je n'avais pas entendu depuis des semaines. Carole et moi marchions derrière elle avec des gobelets en papier de café. « Tu as fait la bonne chose », a dit Carole en regardant Lily. « Tu le sais, n'est-ce pas ?» Ça a semblé dur, ai-je admis. De les laisser dans le noir. Ils t'ont laissé dans le noir pendant 30 ans, Aubrey, a dit Carole. Elle a mis une main sur mon épaule. Tu n'as pas causé leur urgence, et tu n'es pas une secouriste. Tu es une maman. Regarde-la. Elle a pointé Lily, qui fixait un squelette de dinosaure géant, les yeux écarquillés d'émerveillement. Elle avait l'air en sécurité. Elle avait l'air heureuse. Ouais, ai-je dit. Je la vois. Nous sommes restés jusqu'à la fermeture du musée. Nous sommes rentrés alors que le soleil se couchait. Le ciel était rose et orange. L'air dans la voiture était chaud et sentait le parfum à la vanille de Carole. Lily fredonnait une chanson sur le siège arrière, à moitié endormie. Nous prenions la route secondaire qui menait vers le côté de la ville de mes parents. C'était un raccourci vers l'autoroute. Alors que nous prenions un virage, nous l'avons vu.
Il y avait un SUV noir garé sur le bord de la route. Il n'était pas dans un fossé, mais il avait glissé sur l'accotement meuble où la neige était profonde. Les pneus patinaient, soulevant de la gadoue, mais la voiture ne bougeait pas. J'ai reconnu la plaque d'immatriculation immédiatement. C'était la voiture de mon père. J'ai ralenti. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Il devait revenir de l'hôpital, ou peut-être aller à la pharmacie. Je pouvais les voir à travers les vitres. Mon père était au volant. Il serrait le volant, l'air frustré. Sa bouche bougeait. Il criait probablement. Ma mère était sur le siège passager. Je pouvais voir le plâtre blanc sur sa jambe posé sur le tableau de bord. Elle paraissait petite. Elle paraissait vieille. Elle n'était pas le géant terrifiant qui avait contrôlé ma vie. Elle était juste une femme âgée avec une jambe cassée coincée dans un banc de neige. « C'est eux ?» demanda Carole doucement. Elle a ralenti la voiture au pas. Je les ai fixés. Nos yeux se sont croisés. Mon père a regardé par la fenêtre et m'a vu. Il a arrêté de crier. Son visage s'est relâché. Il m'a regardé avec un mélange d'espoir et de honte. Il a levé une main juste légèrement. Un signe. Un appel à l'aide. Ma mère a tourné la tête. Elle m'a vu aussi. Son visage était pâle. Elle n'a pas lancé de regard noir. Elle avait juste l'air fatiguée. Sur le siège arrière, Lily a arrêté de fredonner. « Maman, c'est la voiture de papy. » J'avais le choix. Je pouvais dire à Carole de se garer. Je pouvais sortir. Je pouvais pousser leur voiture. Je pouvais les inviter à revenir dans ma vie juste là, sur le bord de la route. Je pouvais réparer ça. Mais ensuite j'ai regardé Lily dans le rétroviseur. Elle avait l'air anxieuse. Elle ne voulait pas s'arrêter. Elle ne voulait pas les voir. J'ai regardé mes parents. Ils avaient des téléphones portables. Ils avaient l'assistance routière. Ils étaient dans une voiture chaude. Ils n'étaient pas en danger. Ils étaient juste coincés. J'ai réalisé que si je m'arrêtais maintenant, je m'enseignerais à moi-même que mes limites n'avaient pas d'importance. Je leur enseignerais que s'ils attendaient juste assez longtemps, je reviendrais toujours pour les servir. J'ai pris une profonde inspiration. Continue de conduire, Carole, ai-je dit. Carole m'a regardée, surprise. Tu es sûr? Ils ont des téléphones, ai-je dit. Ils s'en sortiront. J'ai regardé mon père dans les yeux une dernière fois. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait signe. J'ai juste hoché la tête, le reconnaissant, mais sans le sauver. Carole a appuyé sur l'accélérateur. La voiture a avancé. Nous les avons dépassés. Je les ai regardés rétrécir dans le rétroviseur latéral jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point noir dans la neige. Et puis ils ont disparu. Maman, on ne s'est pas arrêté, a dit Lily. Elle semblait confuse, mais aussi soulagée. Non, bébé, ai-je dit en me retournant pour lui sourire. Papy et mamie peuvent gérer ça. On rentre à la maison pour dîner. Je me suis rassise dans mon siège. Je m'attendais à me sentir coupable. J'ai cherché la culpabilité, mais je ne l'ai pas trouvée. Je ressentais juste la paix. Des semaines ont passé. La neige a fondu. Le ciel gris s'est transformé en printemps vert et humide de l'Oregon. Ma vie avait un nouveau rythme. C'était un rythme calme. Je ne parlais pas à mes parents. Je ne parlais pas à Rachel. Je me concentrais sur le travail. Je me concentrais sur Lily. J'ai commencé à prendre un cours de poterie le jeudi soir. J'étais heureuse. Mais la famille est compliquée. On peut couper les ficelles, mais on ne peut pas effacer les souvenirs. Un mardi soir de mars, Lily et moi faisions des tacos. Elle mettait la table. Elle a posé 2 assiettes. Puis elle s'est arrêtée. Elle a tenu une fourchette en l'air. « Maman » a-t-elle demandé. « Oui, chérie. »« Est-ce que j'ai encore une grand-mère » J'ai arrêté de remuer la viande. La question m'a frappé de plein fouet. C'était si simple et si triste. « Bien sûr que oui » ai-je dit. J'ai baissé le feu sur la cuisinière et je me suis tournée pour lui faire face. « Tu as grand-mère Diane et grand-père Robert, mais on ne les voit jamais » a dit Lily. Elle a posé la fourchette. « Est-ce qu'ils sont morts » Non, ai-je dit rapidement. Non, ils ne sont pas morts. Ils vont bien. Alors pourquoi ils ne nous aiment plus? Je me suis approchée et je me suis assise sur la chaise à côté d'elle. Je l'ai tirée sur mes genoux. Ce n'est pas qu'ils ne nous aiment pas, ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. C'est juste que les choses sont compliquées. Parfois, les adultes oublient comment être gentils. Et quand les gens ne sont pas gentils, on doit faire une pause loin d'eux jusqu'à ce qu'ils réapprennent.
Lily a hoché la tête lentement. Elle jouait avec le bouton de ma chemise. Peut-être qu'elle a oublié, a chuchoté Lily. Peut-être qu'elle a oublié comment être gentille parce que sa jambe lui faisait mal. L'innocence dans cette phrase m'a bouleversée. Lily ne gardait pas rancune. Elle essayait de comprendre. Elle avait encore de l'amour dans son cœur, même pour des gens qui ne le méritaient pas. J'ai réalisé quelque chose alors. Je protégeais Lily d'eux, ce qui était bien. Mais si je les tenais éloignés pour toujours, je prenais aussi une décision pour elle. Je décidais qu'elle n'aurait pas de grands-parents du tout. Était-ce juste? J'ai regardé ma fille. Elle était plus forte que moi. Elle était plus gentille que moi. Tu veux les voir? Ai-je demandé. Lily a haussé les épaules. Je suppose que je veux montrer Mad en manquant ta grand-mère. C'est